Bienvenue à tous. Voici l'édition du week-end du mentorat S&T, le 14 février 21. La leçon de cet épisode portera sur les perspectives de la séance de New York dans la fourchette hebdomadaire. Très bien. Voici donc le calendrier économique de la semaine à venir. Lundi, c'est un jour férié. États-Unis, 7h30 p.m., dollar australien, impact moyen, politique monétaire, procès-verbal de la réunion. Mardi, 8h, impact moyen, dollar australien, conférencier. Mercredi, ouverture à Londres, 2h du matin, impact moyen, GBP avec les chiffres de l'IPC. Mercredi, 8h30, session de New York. L'impact canadien est moyen pour le chiffre de l'IPC pour cette devise. Impact élevé pour le dollar américain, vente au détail de base. Plus tard dans la journée, 2h de l'après-midi, FOMC, dollar australien, procès-verbal de la réunion. Puis, à 19h30, le dollar australien. Impact élevé, évolution de l'emploi et taux de chômage. Jeudi, session de New York, 8h30. Impact moyen pour le dollar américain. Indice manufacturier de la Fed de Philadelphie. Demande d'allocation chômage. Et 11h. Impact moyen pour le dollar américain. Stock de pétrole brut. Juste pour les nouveaux. Encore une fois, chaque fois que nous avons un chiffre sur les stocks de pétrole brut, cela aura toujours un impact sur le dollar canadien. Donc les monnaies dollar CAD, c'est une étude pour vous. Chaque fois que nous avons une publication de données sur les stocks de pétrole brut, cela aura un impact sur le dollar canadien. Notez donc vos graphiques vers 11h du matin, le jeudi, avec le dollar CAD, et vous pourrez peut-être voir des choses comme des écarts de juste valeur, des flux d'ordre institutionnels, des exercices d'entrée et des courses à la liquidité. 2h du matin, vendredi, London Open, GBP, vente au détail à fort impact, 3h15, euro-dollar à fort impact, flash service, PMI, 4h30, livre-dollar, PMI service flash à fort impact, 8h30 dollars canadiens, vente au détail de base, et 9h45 dollars, impact moyen, flash PMI manufacturier. D'accord. Le graphique quotidien du dollar. D'accord, nous avons le graphique journalier du dollar, et nous avons... Ce niveau est l'équivalent du niveau de retracement de 79% et de 62%. Et nous sommes sortis de cette entrée de marché optimale en profitant de l'écart de la juste valeur ici sur le graphique de l'échelle de temps la plus élevée. Nous avons un déséquilibre du côté de la vente et une inefficacité du côté de l'achat. Nous avons négocié à la hausse dans l'empiètement conséquent de cette situation. J'aimerais qu'il reste en dessous et nous verrons s'il a la capacité de descendre et de négocier son ancien plus bas de janvier. Indice du dollar à 60 minutes. Très bien, voici le déséquilibre du côté des ventes et l'inefficacité du côté des achats sur le graphique journalier. Nous avons eu une consolidation des prix à l'approche des négociations des prix au début de la séance de jeudi. Nous avons un pool de liquidité du côté des vendeurs qui se trouve en dessous de ces niveaux inférieurs égaux relatifs. Nous avons négocié à la hausse dans le bloc d'ordre baissier qui se trouve ici et l'inefficacité du côté des vendeurs déséquilibrés, du côté des acheteurs, l'empiètement conséquent, défini par le niveau ici et ici. Il a donc augmenté d'environ la moitié, ce qui correspond à un empiètement conséquent et à une belle réaction. 15 minutes, indice du dollar. Encore une fois, le déséquilibre du côté des vendeurs et l'inefficacité du côté des acheteurs se retrouvent ici. Lorsque l'on regarde les cadres temporels inférieurs, on ne dirait pas qu'il s'agit d'une inefficacité d'achat déséquilibrée du côté des vendeurs. On dirait que c'est plutôt inefficace, à l'exception des petites zones ici et ici. Cela n'a pas d'importance. Vous devez le comprendre à partir du cadre de temps quotidien et ensuite l'étudier une fois que vous passez à des cadres de temps inférieurs. Nous nous concentrerons sur les tableaux PD spécifiques lorsque nous passerons à des cadres temporels inférieurs. Mais le contexte est qu'il fonctionne à l'intérieur de cette limite sur le graphique journalier. Nous avons donc eu ici un mouvement de liquidité du côté des acheteurs. Ici aussi. Un mouvement de liquidité du côté des vendeurs. Les niveaux inférieurs sont relativement égaux. Cela est donc considéré par les traders comme un support. Le protocole normal est donc que nous sommes dans un marché baissier. Les dollars vont probablement baisser. Cela va très probablement être attaqué. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas d'accord.
Cela ne veut pas dire que j'ai raison. Cela signifie simplement que c'est ce que je vise habituellement. Le prix dépasse le sommet à court terme ici, et se négocie à nouveau à la baisse dans un écart de juste valeur, empiètement conséquent. Remontée, bougie fermée vers le bas, à l'intérieur d'une cassure. La rupture est cette dernière bougie fermée à la hausse, parce que nous avons un bas, le plus haut, le plus bas. Donc vous trouvez la bougie fermée la plus haute ici. Prolongez-la dans le temps. Coupez à travers les bougies. Nous ne fournissons pas la demande. Les fourchettes de prix ici, les transactions vers le bas ici. Et dans le bloc d'ordre, se redresse, dégage la liquidité du côté de l'achat uniquement à cet endroit. Et que fait-il? Il dépasse le sommet à court terme dans cette dernière bougie de fermeture, qui est un bloc d'ordre baissier, mais c'est aussi le bloc d'ordre baissier sur l'échelle de 60 minutes. Et le côté vente de l'équilibre, le côté achat de l'inefficacité, l'empiètement conséquent du graphique journalier, qui est encore une fois dans cette zone sur laquelle nous allons nous concentrer. Le prix monte, le touche, rejet immédiat. Nous avons donc un petit breaker ici qui pourrait avoir besoin d'être négocié avant que nous n'entrions dans cette zone. À surveiller donc dimanche et lundi. Graphique journalier de l'euro-dollar. Très bien, nous restons très propres et concentrés. Nous avons notre bloc d'ordre haussier, c'est clair. Anticipant une réaction A. De beaux rebonds ont eu lieu. Le côté achat est déséquilibré. Le côté vente est inefficace avec cette seule bougie définie par ce haut. Cette bougie est basse. Nous avons l'écart de la juste valeur. Les transactions ont baissé jusqu'à un peu plus bas que l'empiètement conséquent, mais néanmoins, c'est bien fait. Et nous avons eu une très belle réaction à partir de ce niveau. Le dollar va-t-il continuer à baisser et l'euro à monter? Si c'est le cas, nous avons une liquidité à court terme que je n'ajoute pas parce que je veux garder le graphique propre et je me concentre sur ce point. Si nous continuons à monter, c'est ce que j'anticipe, jusqu'à preuve du contraire. C'est ce que je recherche. Qu'est-ce qui change? Eh bien, si nous négocions en dessous, sur une base de clôture, en dessous de l'écart de la juste valeur, en dessous de l'écart de la juste valeur, en graphique dessous horaire de l'euro-dollar. Voici le déséquilibre quotidien du côté des acheteurs et l'inefficacité du côté des vendeurs. Il s'agit donc de ce niveau qui est le sommet de la prime et de ce niveau qui est le plancher de la décote sur le graphique journalier. Tout ce que nous faisons, c'est transposer ces niveaux qui ont été marqués sur le graphique quotidien. Lorsque nous passerons au graphique en 60 minutes, ils existeront ici et ici. Entre ce niveau et celui-ci, nous avons un autre écart de juste valeur. C'est ce que montrent les lignes bleues. Nous avons donc un écart de juste valeur sur le graphique journalier, et à l'intérieur de celui-ci, et à l'empiètement conséquent, nous avons un autre écart de juste valeur ici. Et regardez la réaction. Nous avons donc une réserve de liquidité du côté des acheteurs qui se trouve juste au-dessus. C'est probablement là que se fera l'attraction à court terme, et je m'attends à des prix plus élevés en conséquence. L'euro, le dollar, sur une période de 15 minutes. Écart de juste valeur ici. Une belle petite entrée optimale dans le commerce se vend. Il rebondit avec un petit écart ici. Il revient, le comble largement, puis chute précipitamment. Remontait. Se vend dans cet écart de juste valeur au niveau inférieur du graphique horaire. Regardez les corps qui respectent le niveau inférieur de l'écart, puis qui remontent. Nous avons ici une cassure haussière. Nous avons un bas, un haut, le bas inférieur, la dernière bougie de clôture. Prolongez cela dans le temps. Nous voulons voir s'il y a un suivi à la hausse à la suite de cela, puis attaquer le pool de liquidité du côté de l'achat. Si elle doit baisser, j'aimerais qu'elle ne descende pas en dessous d'ici. Nous avons un petit écart de juste valeur ici, donc s'il baisse, ce sera suffisant. De préférence, j'aimerais qu'il ne le fasse pas. C'est ce que je préfère. Graphique journalier de la livre sterling. Très bien, cette devise continue de monter en puissance, punissant les vendeurs à découvert. Nous avons un petit déséquilibre du côté des acheteurs, une inefficacité du côté des vendeurs, définie par le haut de cette bougie et le bas de cette bougie. Nous avons négocié à la baisse dans un empiètement conséquent, peut-être juste un peu en deçà, mais néanmoins, une belle réaction. Nous avons un ensemble de primes sous la forme d'un bloc d'ordre baissier à 1, 39, 18 et 4.
C'est ce qui est indiqué ici, et vous pouvez passer à votre propre horizon temporel sur le zoom arrière quotidien, et vous trouverez cela assez facilement. Graphique sur 1 heure de la livre sterling par rapport au dollar américain. Le pool de liquidité du côté de l'achat se situe au-dessus de ses sommets relatifs égaux. Trade vers le bas dans un bloc d'ordre haussier. Et l'écart de la juste valeur ici, d'accord? On l'étend à temps, on le frappe, bang. Ça rebondit. Ainsi, le déséquilibre le plus important ici a l'ancien écart de juste valeur plus petit et le bloc d'ordre également. Il se négocie donc dans ces réseaux d'escomptes et vous obtenez la réaction. La question que l'on se pose, souvent en m'écoutant parler des écarts de juste valeur, et lorsque vous voyez des exemples comme celui-ci, c'est, vous savez, quand les écarts de juste valeur expirent-ils? Eh bien, certaines des règles seront appliquées aux idées concernant les fourchettes de données de l'IPTA, et vous apprendrez cela plus tard dans le mentorat, et j'en parlerai également. Les personnes qui connaissent les fourchettes de données de l'IPTA n'ont pas fini. Je n'ai pas encore terminé l'enseignement sur ce sujet. Il ne s'agit donc pas seulement de ce que vous pensez savoir et c'est tout, nous devons revenir et combler de nombreuses lacunes. Livre sterling contre dollar américain sur une période de 15 minutes. Très bien, nous avons ici un pool de liquidité achat-vente qui a été atteint également. Le sommet de l'ancien écart de juste valeur, qui est le sommet de la prime, est parfaitement négocié ici et vous obtenez cette réaction. Rappelez-vous que j'ai parlé de la façon dont les concepts que je vous enseigne contrastent avec la vente au détail. Tout le monde est endoctriné avec l'idée du support et de la résistance au détail. J'étais pareil. Mais les livres vous apprennent à anticiper ces types de réactions sur des niveaux supposés de support ou de résistance. Le problème, c'est que c'est tellement subjectif. Sur quel niveau tracez-vous une ligne? L'une des choses que je vous ai conseillé, c'est de conserver un graphique avec vos écarts de juste valeur. Gardez-le, en les prolongeant dans le temps. Il est évident qu'il faut faire cela pour chaque période de temps. De cette façon, vous n'avez pas, je pense, 30 écarts de juste valeur différents, car cela commencerait à perdre de son importance à force d'être étudié. Il suffit donc de conserver un graphique d'1 heure, d'un quart d'heure ou d'un jour et de le prolonger à l'avenir. Ne vous préoccupez pas de la date d'expiration pour l'instant. Je veux que vous étudiez l'influence qu'ils auront dans le futur. Ils reviendront à ces niveaux et vous aurez de la sensibilité. Vous apprendrez donc d'autres choses tout au long de l'année en ce qui concerne les écarts de juste valeur et les choses de cette nature. Mais pour l'instant, il est important que vous ayez une meilleure appréciation de ces écarts, car une fois qu'ils sont négociés et comblés, nous ne les abandonnons pas. Nous ne disons pas « Eh bien, c'est fait, vous savez, nous allons nous tourner vers autre chose ». C'est la pire chose à faire car l'algorithme, puisqu'il se souvient de ce niveau, y est retourné pour... Le prix de l'action doit être adapté au prix de l'action et permettre une livraison efficace du prix entre le haut et le bas de l'action. Une fois qu'il s'est négocié à ce niveau, qu'il l'a complètement rempli et qu'il s'en est éloigné, nous ne considérons pas qu'il s'agit d'une situation définitive. Il est probable qu'il soit sensible à l'avenir et à plusieurs reprises. Il n'y a pas de limite au nombre de fois où il peut réagir. Il ne faut pas non plus penser comme un bloc d'ordre. Un bloc d'ordre peut être négocié plusieurs fois. Et c'est la nature même d'un bloc d'ordre récupéré. Et tant que la fourchette de négociation n'a pas été violée au-dessus du bloc d'ordre baissier ou en dessous du bloc d'ordre haussier, le bloc d'ordre peut être récupéré indéfiniment tant que la fourchette de négociation est intacte. N'écoutez donc pas ces gens qui disent qu'une fois que vous avez atteint le bloc d'ordre ou que vous avez atteint un breaker, ce n'est plus sensible. Ils parlent par ignorance. Ils parlent par ignorance. Et c'est encore une fois, la raison pour laquelle je suis mal à l'aise quand je vois d'autres personnes essayer d'enseigner à partir d'une position d'ignorance. Ils n'ont aucune idée de ce qu'ils disent. Et ils font encore plus de mal, non seulement en ternissant leur propre image que vous essayez de construire sur mon dos, mais aussi en nuisant aux étudiants qui seraient en dessous d'eux, en écoutant ces absurdités. Et quel est le résultat commun de tout cela? Les blocages d'ordre et les choses de cette nature ne fonctionnent pas parce que vous écoutez quelqu'un qui n'a aucune idée de ce dont il parle. Mais la réaction au blocage d'ordre, comme je l'ai mentionné sur le graphique horaire, vous pouvez le voir ici. Ici.
Les transactions redescendent jusqu'à la dernière bougie fermée à la baisse, qui est le bloc d'ordre haussier, qui est également l'écart de juste valeur. On négocie à cet endroit et on obtient cette belle poussée. Nous avons donc un bloc d'ordre haussier, un écart de juste valeur, couplé à un écart de juste valeur à l'intérieur d'un écart de juste valeur plus important. Que se passe-t-il dans cette zone? S'agit-il d'une distribution? Oui, de la part de ceux qui vendaient à découvert. L'argent intelligent qui a vendu à découvert ici distribue ses positions à découvert et accumule. L'accumulation de nouvelles positions longues. Il s'agit donc d'une accumulation de positions longues, mais aussi d'une distribution de positions courtes. Il y a donc un chevauchement, ce qui nous ramène au paradigme de l'efficience du marché. Lorsque nous regardons les prix, nous ne regardons pas les schémas d'entrée, d'accord? Nous ne regardons pas les lignes de tendance et les tendances. Nous regardons où se trouve la liquidité et quelle est la narration autour de ce pool de liquidité. Il s'agit d'une accumulation de nouvelles positions longues, mais aussi d'une distribution de positions courtes. Ensuite, vous avez ce pop-up ici. Passons à une leçon sur l'action des prix que j'aurais normalement réservée aux membres fondateurs, mais je me sens généreux, alors c'est ce que c'est. L'idée de... Le bloc d'ordre offre une hausse ou un rebond à moyen terme, en d'autres termes, quelque chose de négociable. Et une fois qu'il est négocié à la baisse, les corps des bougies respectent ce bloc d'ordre, ce qui est... C'est absolument phénoménal quand on commence à voir ces choses, surtout pour quelqu'un qui fait du commerce depuis un certain temps et qui a utilisé des choses comme, vous savez, l'harmonique ou la résistance. Des idées de support et de résistance au détail. Quand vous voyez des choses comme ça et que j'ai attiré votre attention dessus avant que ça n'arrive, et quand ça arrive, c'est très excitant parce que vous apprenez quelque chose dont vous n'avez jamais été conscient et qui était dans vos graphiques depuis tout ce temps. Vous pouvez revenir en arrière et regarder comme je l'ai montré sur ma chaîne YouTube l'autre jour. Je vous ai montré un graphique du coton dans ce livre que j'ai commencé comme trader de matières premières et l'année où ce graphique a été produit et les données qui ont été utilisées pour le calculer sont l'année du coton avant que je ne sois trader. J'ai donc essayé de faire le calcul et j'avais techniquement 11 ans cette année-là. Donc je ne savais même pas que je faisais du commerce, mais c'est ce que j'ai fait. Le marché a produit le même schéma que celui que je vous enseigne ici. Blocage de l'ordre, écart de juste valeur et entrée optimale dans le marché. Eh bien, c'est ce même schéma qui se produit ici. Bas, ça monte, ça redescend. Écart de juste valeur, bloc d'ordre haussier. Maintenant, voici la belle chose. Je me fiche, et vous ne devriez pas vous en soucier non plus, que cela continue à partir de là où c'est en ce moment. Ce n'est pas nécessaire. Cette course d'ici jusqu'au bloc d'ordres ici, c'est un trade. Maintenant, en tant que trader, si vous aviez pris une position longue ici, vous devriez sortir avec quelque chose. Vous devriez prendre quelque chose ici partiellement et permettre la continuation à la hausse. Parce que rien ne dit que cela va absolument continuer à monter. Il aurait pu s'agir d'un sommet à long terme. Nous n'en savons rien. Mais à partir d'ici et jusqu'ici, vous travaillez avec un tableau d'escompte ici, en achetant à escompte, et se vendent à prix d'or. Pourquoi cette prime? Pourquoi pas ici? Eh bien, c'est la fourchette de négociation de là à ici. Mais cette fourchette de négociation va d'ici à ici. Vous avez donc une fourchette qui était excitée et animée à la baisse. Où cela a-t-il commencé? Par un sommet juste ici. Tout comme ce sommet ici, il a préparé le terrain pour ce déclin jusqu'ici. Ensuite, nous avons ce rebond à moyen terme et en consolidation, puis l'animation arrive ici. Le sommet de la fourchette de négociation est ici, et le creux de la fourchette de négociation est ici, où nous avons anticipé un rebond. Donc, je voudrais parler un peu de la fourchette hebdomadaire, car il s'agit d'une fourchette de négociation qui n'a pas encore été atteinte. Il s'agit d'une fourchette non réalisée. Nous y travaillons chaque semaine. Et la nature de ce que vous apprenez dans ce mentorat est de trouver des opportunités dans l'expansion d'une fourchette hebdomadaire. Nous n'essayons pas de faire des prévisions. Le prix de clôture de la fourchette hebdomadaire, mais ce soir, je vais vous apprendre un peu comment vous pouvez commencer à le faire. Ok, cela ne va pas se produire tout le temps, mais c'est l'un des outils que j'utilise pour le faire. Je veux que vous regardiez le plus bas ici, jusqu'au plus haut, ici maintenant. J'utilise les mèches et les queues. Pourquoi j'utilise les mèches et les queues maintenant, et pas les corps? Parce que j'utilise la gamme entière. Je dois utiliser la gamme entière.
parce que je vais vous montrer l'importance d'avoir le niveau 20 et 30. Dans ce mentorat, et je ne me souviens pas exactement où il se situe, mais je vais vous enseigner le trait TGIF d'accord, et ce que c'est la probabilité d'un retracement et jusqu'où le retracement devrait aller vers le bas ou s'il a baissé, jusqu'où il devrait remonter, et la nature est que vous essayez de... Avant d'entrer dans le vif du sujet, sachez que ce n'est pas quelque chose que vous devriez entreprendre si vous êtes un nouvel étudiant. Par exemple, si vous êtes un nouvel étudiant qui arrive le premier mois, ne pensez pas que c'est pour vous maintenant. Ce n'est pas le cas. Je veux juste que vous soyez, premièrement, fasciné par le niveau de précision que cela va vous offrir. Et je m'appuie aussi sur ce que j'ai déjà dit, à savoir que même les gens du mois 1 qui sont venus ici, cela a été dans vos vidéos. Vous n'y avez probablement pas prêté beaucoup d'attention parce que, encore une fois, vous êtes à l'écoute des blocages et des choses de ce genre. C'est l'un de ces enseignements de haut niveau qui, une fois que vous l'avez vu, vous fait comprendre qu'il y a un algorithme. Il se passe quelque chose derrière la scène qui n'est pas aléatoire. Il se passe quelque chose de très spécifique et il y a des règles à respecter. Il ne le fait pas sans discernement, il le fait sur la base d'une macro. Une macro est une courte liste d'instructions répétées plusieurs fois. On y fait appel en programmation. Si vous êtes un programmeur informatique, vous savez en quelque sorte de quoi il s'agit. Mais néanmoins, il s'agit en fait d'une recette qui est utilisée à des moments précis. Et c'est ce sur quoi je vais me concentrer en 21. Ce sont des théories algorithmiques. Vous allez donc les voir. Vous allez m'entendre faire appel à des choses dont j'ai déjà parlé. Et pour certains d'entre vous qui sont familiers avec mon trait de TGIF, vous verrez sur une grande partie de la logique qui en est tirée également. Ce que je fais, c'est que j'attire votre attention de ce niveau bas à ce niveau haut. Et sur mon FIB, j'ai supprimé ou caché tous les niveaux de retracement de 62%, le niveau de retracement de 7%. Tout ce que j'ai fait, c'est déconnecter les cases. Ils sont toujours dans la superposition pour le fibrage. C'est juste que je ne demande pas qu'ils soient visibles dans mon graphique. Mais je fais appel à 0.2 et 0.3. Ok, si vous les mettez dans votre Fibonacci, et je vous ai déjà montré dans des vidéos il y a quelques semaines, même pour les gens qui sont venus, vous avez cette information. Ne m'envoyez pas d'email. Revenez en arrière et regardez les vidéos d'il y a quelques semaines, et vous verrez que c'est la dernière partie de l'une des vidéos où je montre, si je ne me trompe pas, je pense que c'est une entrée de journal quotidienne, où je vous montre la dernière diapositive de la vidéo. Cela vous donnera les niveaux réels que j'ai dans mon Fibonacci pour TradingView. Mais ces niveaux ici, 0.2 et 0.3, n'en font pas partie. Je vous dis donc d'ajouter ces niveaux à votre Fibonacci et de faire en sorte que ce niveau, le niveau 0, est le niveau en soyant les seuls visibles. En d'autres termes, cochez la petite case qui se trouve à côté. Lorsque vous faites un clic droit sur Fibonacci et que vous cliquez sur Propriétés ou Autres, vous accédez à la visibilité. Et lorsque vous cliquez sur la petite case à côté de chacun de ces niveaux, elle apparaît. Mais si vous décochez la case, il n'apparaîtra pas sur votre indicateur. Je me sens mal à l'aise de dire ce mot indicateur, mais vous savez que c'est un indicateur, mais nous l'utilisons à des fins qui ne sont pas... Je suppose que c'est orthodoxe. Nous allons donc prendre ce niveau de 0,2 et 0,3 et l'étendre. Et ce que nous disons, c'est qu'il y a eu un haut et un bas, parce que tout a été unilatéral. Jusqu'où peut-il... Ce que nous disons, c'est qu'à ce niveau haut et à ce niveau bas, parce qu'il a été unilatéral, jusqu'où peut-il chuter? Oubliez pour l'instant les raisons pour lesquelles il est susceptible de chuter, parce que je vais y revenir dans une minute. Ce ne sera pas juste du recul, parce que je vous ai prévenu avant que cela n'arrive. Je sais que vous allez devenir fou, et quand vous reviendrez en arrière et que vous écouterez la vidéo parce qu'elle était là, vous ne l'avez simplement pas entendu. Et le retracement vers le bas à l'intérieur de la fourchette basse DCIC. Ok, donc c'est réaction sur le bloc d'ordre, sur le graphique journalier. Nous avons tout ce mouvement vers le haut, et ensuite, nous anticipons le mouvement du prix à partir de ce haut vers le bas. Mais jusqu'à quel point peut-il baisser? Eh bien, ce que j'aime utiliser, c'est le niveau 20 et le niveau 30 d'un range particulier. Et si vous faites TGF, je pense que vous cherchez sur le forum, vous pourriez obtenir les enseignements. Je dois vérifier. Cela ne me citait pas. Mais je pense que si vous faites cela, vous serez en mesure de le trouver dans les vidéos. Mais il enseigne
TGIF, qui est un trade intraday, contre tendance pour la semaine, juste pour les vendredis. Mais c'est la même logique, en utilisant les 20 et 30% de la fourchette. Maintenant, qu'est-ce que je dis? Ici, je dis que si je pense que c'est baissier, ou si vous pensez que c'est baissier, vous pouvez étudier les cas où il va trader à nouveau vers le bas, jusqu'à 30%. Ok. Et je vais rassembler tout cela dans l'enseignement au fur et à mesure, mais pour l'instant, anticipez juste. Un retracement. Maintenant, vous pouvez voir que cela va un peu plus loin et nous allons étudier la science derrière tout cela aussi, mais pour l'instant, sachez que si nous regardons les plages hebdomadaires, ou dans ce cas, cela a été la seule expansion jusqu'à présent à la hausse pour le mois de février. Il s'agit donc, à mon avis, d'une fourchette de négociation dynamique, c'est-à-dire qu'il y a eu beaucoup d'énergie derrière et que l'on arrive à un jour spécifique où l'on pourrait créer un sommet, où il pourrait créer un sommet et, si c'est le cas, jusqu'où peut-il retracer? Nous ne disons pas qu'il s'agit du sommet absolu, cela signifie simplement que si vous voulez être un trader à contre-tendance, voici les outils que vous pouvez apprendre ici sous ma tutelle. En supprimant le Fibonacci et en ne gardant que ces niveaux en ligne de mire, nous allons étudier tout cela à partir de ce retracement ici et jusqu'ici. Si vous vous souvenez, dans la vidéo de mercredi, j'ai mentionné que jeudi peut finir par devenir le sommet hebdomadaire. Je ne l'ai pas dit seulement ce mercredi. J'ai évoqué cette théorie à plusieurs reprises depuis le début de l'année. Donc, tous les nouveaux ont entendu cette idée plus d'une fois. J'ai déclaré que le jeudi a tendance à se situer à l'extrémité opposée de la fourchette. Ainsi, si le marché a été haussier, comme c'est le cas ici, il est en hausse depuis lundi. Ensuite, nous arrivons au jeudi, et le jeudi vient clôturer la fourchette hebdomadaire à la hausse. Puis, le vendredi, nous assistons à une baisse. Il s'éloigne du plus bas de vendredi, mais il ne dépasse toujours pas le plus haut de jeudi. C'est exact? Oui. Certains d'entre vous se disent que c'est plutôt intéressant. C'est quelque chose dont il a parlé, et c'est juste devant moi. Eh bien, nous allons aller plus loin, car pour certains d'entre vous, critiques intransigeants, je vais vous couper l'herbe sous le pied. Si nous zoomons, si nous descendons dans un cadre temporel de 15 minutes, je vous ai également indiqué le moment de la journée du jeudi où le sommet hebdomadaire dans les environnements haussiers a tendance à se former. Il s'agit de l'ouverture de New York. Je sais que certains d'entre vous ne s'en souviennent probablement pas, mais je vous ai également dit de télécharger ces vidéos. Je n'ai pas de baguette magique pour aller dans votre disque dur ou votre clé USB où vous stockez ces vidéos et les changer. Maintenant, ce qui est amusant, c'est que pour certains d'entre vous qui ne se souviennent pas de ce que j'ai dit, quand vous reviendrez en arrière et que vous écouterez cette vidéo, vous vous direz « Wow, il a vraiment dit ça. » Oui, c'est vrai. Donc la question est la suivante. Que faites-vous de ces informations? Eh bien, il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Tout d'abord, si vous êtes un trader à court terme, vous voulez que l'essentiel de vos transactions soit effectué avant l'ouverture de la bourse de New York, jeudi. Si vous avez été long ou scalping et que vous avez été haussier toute la semaine, vous devriez vraiment essayer d'éviter de prendre de nouvelles positions longues. Après l'ouverture de New York, jeudi, la majeure partie de vos positions devrait être liquidée et vous ne devriez en laisser qu'une petite partie au cas où le vendredi serait un peu plus à la hausse, mais vous constaterez qu'environ 70% du temps, pourquoi 70%? Si l'on examine les données comme je l'ai fait pendant 40 ans, c'est ce que j'ai fait et il y a environ 70% de probabilité que ce soit ce qui se produise. Maintenant, si certains d'entre vous m'entendent dire que vous allez dire que chaque semaine, l'ICT dit que 70% des fois le jeudi est le plus haut de la semaine, ce n'est pas ce que j'ai dit, il y a des filtres qui ont été appliqués à cette analyse de données. Lorsque le marché est haussier le jeudi, New York Open a tendance à créer le plus haut de la semaine, 70% du temps. Ce qui se passe sur les marchés se consolide la majorité de la semaine. Est-il probable de créer le plus haut de la semaine, le jeudi? Non, ce n'est pas ce que j'ai dit lorsque vous êtes unilatéral et qu'il a été livré par côté de façon prédominante. En d'autres termes, il a juste été un jour haussier. Lundi, mardi, mercredi jusqu'à jeudi, ou si vous regardez la fourchette hebdomadaire entre l'ouverture du marché dimanche et le niveau de négociation jeudi, à l'ouverture des marchés à New York, si le marché a évolué dans une fourchette haussière, il a probablement atteint son plus haut niveau de la journée entre 7 h et 9 h du matin, heure locale de New York. Pensez-y. Cela crache au visage et cela semble offensant, mais c'est ainsi que je veux être.
Cela crache au visage de ces gars de Goldman Sachs qui participent à ce mentorat, soit dit en passant. Bonjour Goldman Sachs. Et vous l'avez demandé, c'est la seule raison pour laquelle je le dis. Ils disent que les traders intrajournaliers ou les day traders travaillent essentiellement avec du bruit et que personne ne peut être cohérent. Personne ne peut faire ce genre de choses. Si vous essayez d'écouter ces gens, vous êtes un imbécile. Fuyez-les, car ce sont des escrocs. D'accord. Bien, je dois être un autre type d'escroc parce que les choses dont je parle dans le commerce intrajournalier semblent fonctionner comme la science, comme une science incroyable. Et en fait, l'un des anciens de Goldman Sachs a dit que vous n'essayez pas de faire de la science technique. Eh bien ici, nous faisons du vaudou technique. Nous faisons des choses qui défient toutes les raisons que l'on pourrait invoquer en termes de logique de la vente au détail, parce que nous avons affaire à quelque chose qui dépasse le cadre de la vente au détail. Donc si nous regardons ce sommet jeudi à l'ouverture de la bourse de New York, qu'est-ce que je vous ai appris sur les mèches et les queues de bougies? Pensez-y un instant. Mettez votre vidéo en pause avant que je ne le dise. Vous n'avez pas fait de pause, les mèches et les queues. Les mèches et les queues sont généralement la variance par courtier. Vous ne pouvez pas vous appuyer fortement sur les mèches et les queues lorsque vous cherchez des entrées. Maintenant, lorsque vous mesurez des fourchettes, lorsque vous essayez d'obtenir la fourchette totale du plus bas au plus haut, vous devez incorporer les queues et les mèches. Mais pour les entrées et les objectifs de transaction réels, je me concentre sur les corps. D'accord? Donc avec cette logique à l'esprit, en regardant cette zone juste ici, nous avons eu des sommets relativement égaux ici. Il y avait donc de la liquidité à l'achat ici. Le marché se précipite et s'empare de ces liquidités. Vous voyez cela? Il dépasse ces sommets. Quand ce mouvement a-t-il commencé? A-t-il commencé ici? Non. Il a commencé ici? Non, il a commencé ici. Pourquoi ici? Regardez tout ce qu'il y a là-haut. Elle est retombée. C'est juste le retracement qui s'arrête. Il remonte, il redescend, s'accumule au niveau du bloc d'ordre, puis le pompe pour atteindre la liquidité d'achat-vente. Regardez donc toute cette congestion, toute cette consolidation ici. Est-ce que le cours est descendu en dessous? Non. Nous avons donc un creux, puis un autre creux ici. Mais il ne viole pas le bas de la fourchette de négociation. Il est donc à l'intérieur de cette fourchette, mais il commence à se diriger vers ici à partir de ce niveau. C'est pourquoi je vous dis qu'il s'agit du niveau le plus bas de la fourchette. Ainsi, si vous observez les prix, vous vous concentrez principalement sur ces niveaux particuliers. Le plus haut niveau de clôture, le plus bas à l'approche. Dans certains cas, vous verrez qu'à l'intérieur de cette zone, il peut s'agir du prix d'ouverture le plus bas. C'est le corps le plus bas. Un corps est donc défini par l'ouverture ou la clôture. Nous recherchons donc le prix le plus bas de l'un ou l'autre, l'ouverture ou la fermeture. Nous recherchons le plus haut prix de clôture ou d'ouverture. C'est dans cette optique que je vais ajouter le Fibonacci. Cette fois-ci, j'enlève les niveaux 0.2 et 0.3 et je ne veux montrer que le niveau 0, le niveau 1 et le niveau négatif 1. Ce que cela montre ici est une mesure du corps le plus haut de cette bougie au corps le plus bas de la bougie ici. Et il projette cette plage vers le bas avec un écart, donc une déviation standard d'un de cet intervalle. Tout ce que nous faisons, c'est obtenir un mouvement mesuré à partir de la clôture de cette bougie et de la clôture de cette bougie et cette même fourchette projetée à partir de la clôture de cette bougie vers le bas. C'est ce que les mathématiques de cet indicateur. Tout ce qu'il fait, c'est me permettre de montrer, sans avoir à le dessiner. C'est le niveau qui est projeté. Et, comme objectif de baisse, que l'on remarque également en dessous, c'est ce niveau de 30 et c'est ce niveau de 20. En d'autres termes, il s'agit du point 0,2 sur cette fibre et du point 0,3 sur cette fibre. Lorsque nous l'avons dessiné à partir le graphique journalier et que tous ces niveaux ont été supprimés, et que seuls les niveaux 0.2 et 0.3 sont restés dans la fibre, c'est ce que sont ces niveaux ici.
Lorsque nous descendons de ce sommet à l'ouverture de New York, jeudi, nous vendons et nous dépassons le niveau 0.3, soit 30% de la fourchette que j'ai mesurée depuis ce bloc d'ordre quotidien jusqu'à ce sommet. Ai-je donc choisi ce sommet au hasard? Est-ce du recul? Non. Je vous ai dit que l'Open de New York du jeudi a tendance à créer 70% du temps, l'extrémité opposée de l'hebdomadaire. Voici le jeudi, l'ouverture de New York. Le sommet se forme et nous négocions à la baisse. Et si vous n'êtes pas satisfait d'être capable d'annoncer une baisse de 30% d'un retracement à l'intérieur de cette fourchette, et si vous voulez devenir vraiment très bon pour annoncer des niveaux spécifiques, eh bien vous devez incorporer la structure du marché ici. Maintenant, il s'agit de la structure du marché institutionnel. N'avez-vous pas mentionné cette tic dans votre vidéo YouTube? Oui, je l'ai fait, mais je ne l'enseigne qu'ici. Donc quand vous regardez la structure du marché, vous voulez savoir jusqu'où une fourchette peut aller, vous devez avoir toutes les choses que je viens de vous donner ici, qui sont encadrées par la logique institutionnelle. L'ouverture des marchés le jeudi à New York a tendance à créer le sommet de la semaine dans les environnements de marché haussier. Quand cela ne se produit-il pas lorsque vous avez un événement d'actualité très excitant et à fort impact le vendredi? S'il n'y a pas de nouvelles le vendredi, vous aurez généralement l'influence du jeudi que vous voyez ici. Ce que j'ai marqué ici, c'est la logique institutionnelle avec cette fourchette de négociation. J'utilise donc ce bas qui mène à ce haut. Il s'agit donc de la fourchette de négociation avec laquelle vous travaillez pour projeter des écarts type à la baisse de 1. Il s'agit donc d'un écart type à la hausse pour éliminer la liquidité du biceps ici, mais aussi pour former le sommet hebdomadaire. Maintenant, nous allons faire un énorme bond en avant. Si c'est le plus haut de la semaine et que nous éliminons ce plus bas, jusqu'où pouvons-nous descendre? Nous pouvons descendre jusqu'à 20% de la fourchette hebdomadaire. Nous pouvons descendre jusqu'à 30% de la fourchette hebdomadaire. Mais au cas où nous serions un peu animés, où va-t-il? Un écart type. Ici, appel. Maintenant, n'oubliez pas qu'il s'agit du flux de données de forex.com. Sur votre compte, le niveau le plus bas sera légèrement différent car, comme je l'ai dit avec les mèches, les queues et les bougies, votre courtier est autorisé à avoir un peu de fluff dans ses données et parfois il ne vous donnera pas le niveau le plus bas. Parfois, il va descendre un peu plus bas que ce que je vous montre dans la vue de trading. Ce n'est pas grave. Si vous utilisez 30 comme idéal, mais que l'écart type est juste un peu inférieur, tenez-vous en à 30 et ce sera suffisant. D'accord, plus d'écart. Mais qu'en est-il ici, si nous l'étendons dans le temps? À partir de ce niveau, boum. Maintenant, réfléchissez. Le plus haut de la semaine, le retracement intraday reporté à vendredi, où cela va-t-il aller? Ici même. Oh, c'est trop, Michael. C'est du rouge à lèvres rétrospectif. Son truc ne va pas fonctionner comme ça. C'est vrai. Vous pensez en ce moment même, mais il y a quelques vidéos où vous me voyez faire des choses comme ça dans les graphiques, et ça n'a aucun sens quand vous regardez votre graphique, quand je montrais ces exemples, vous regardiez vos graphiques et vous pensiez comment il fait ça, comment il trouve les points de retournement et pourquoi il les achète, pourquoi il y a un ordre limite assis juste là quand son marché se négocie à la baisse à ce niveau, il frappe l'ordre, il le remplit et il s'enfuit. Comment ça se passe? Comment il est capable de faire ça? Qu'est-ce que la TCI fait? Ce que font les tics? Eh bien, une partie de ceci. Un peu de tout cela ici. Maintenant, ma question est la suivante. Où cela se passe-t-il dans le commerce de détail? Je ne sais pas où c'est. Et j'ai une prime de. Une prime de 200 000 $ si quelqu'un peut trouver ce que j'enseigne n'importe où dans un document imprimé avant 1996. Ce n'est pas le cas. Personne ne l'a, Pagan. Ni Steve Nielsen, pas Larry Williams. Personne. Quand j'ai regardé les graphiques dans les années 90, à l'une des périodes où j'avais subi des pertes et où je ne comprenais pas ce qui se passait,
J'étais assis dans ma chambre que je louais et que je payais chez mon oncle et ma tante. Littéralement en larmes, et j'ai dit, vous savez, mon Dieu, est-ce que je vais pouvoir faire ça un jour? Je veux être capable de voir ce que je suis censé voir ici. Je sais qu'il y a quelque chose derrière tout ça. À l'époque, je regardais les barres ouvertes, hautes, basses et fermées, pas les chandeliers. Mais je me suis dit qu'il devait y avoir quelque chose de caché. Il y a toujours quelque chose de caché et je veux juste être capable de le voir. Pouvez-vous me le montrer? Voici quelques-unes des choses qui commençaient à se détacher. Maintenant, vous entendez parler de cette voix tranquille. Et la première fois que j'ai entendu parler de cette voix, c'était pour la première fois que j'en ai entendu parler. En tant que chrétien, j'y ai pensé plus que ce que j'ai connu dans ma vie. Et accordez-moi un peu de liberté, car je sais que certains d'entre vous sont athées et que d'autres croient en d'autres religions. Je ne suis pas religieux. J'ai une relation avec le Christ et je ne suis pas ici pour essayer de vous prêcher. Je ne suis pas ici pour essayer de vous convaincre. Je n'essaie pas de vous faire croire à la Bible. Je ne fais que partager. La question que l'on me pose est de savoir comment j'ai obtenu ces informations. Je vous dis comment c'est arrivé. Il n'y a pas de livre sur le marché. Il n'y a pas de mentor. Il n'y a pas de personne qui s'est assise avec moi et m'a dit « Michael, voilà ce qui se passe ». La même voix que j'ai entendue quand j'avais 14 ans. 14 ans plus tard, à 15 ans, et mon ami le plus proche à l'époque, Randy Humphreys, qui est maintenant décédé, il a sorti l'arme de son père. Et c'est le scénario classique où les enfants jouent avec des armes. Ils ne devraient pas le faire. Il a pointé l'arme sur mon visage et a commencé à me suivre dans la maison. Et puis je me suis dit, tu sais, pose-le mec, le coup va partir. Je suppose qu'il n'est pas chargé. Ne t'inquiète pas. Et j'étais comme... Mon dos a heurté le mur et j'étais près de sa porte d'entrée qui était ouverte. Et une petite voix m'a dit, attrape la porte et tire-la devant toi. Et je l'ai fait. Maintenant, je sais que certains d'entre vous sont en train de paniquer en pensant « Est-ce que ce type vient de dire qu'il a entendu des voix ?» Non, j'ai entendu la première voix. Et elle ne ressemble à la voix d'aucune personne à laquelle je puisse penser. Vous savez à quoi ressemble votre voix intérieure quand vous vous parlez à vous-même, par exemple. Tu sais que tu ne dois pas rouler trop vite. Tu sais qu'il y a probablement un flic de l'autre côté de la colline. Tu ne peux pas le voir, mais tu n'écoutes pas. Et quand tu es dehors, tu te dis que j'aurais dû écouter cette voix que tu as entendue. C'est ta propre voix. C'est ta conscience, en fait. C'était quelque chose de différent. C'était quelqu'un d'autre. Ce n'était pas ma voix consciente interne. Elle m'a dit d'attraper la porte tirée devant moi. Je l'ai fait. Et dès qu'elle a touché ma chaussure, elle a rebondi sur le bout de ma chaussure. Mais elle n'a pas rebondi trop loin devant moi. Mais dès qu'elle a touché ma chaussure et qu'elle a rebondi, des éclats de peinture m'ont frappé au visage. Et une forte détonation a retenti. Et mes oreilles ont bourdonné. Mes jambes se sont transformées en caoutchouc. J'ai eu peur à en mourir. Et j'ai cru qu'on m'avait tiré une balle dans le visage. Et j'aurais reçu une balle dans le visage, à bout portant, avec un fusil de chasse. Tous les tirs étaient sur le côté de la porte sur laquelle je me trouvais seul. Des éclats de peinture m'ont touché au visage. Vous vous demandez sans doute quel est le rapport avec cette histoire. Eh bien, lorsque j'ai ouvert la porte, j'ai vu les yeux de mon ami, aussi écarquillés que possible, blanc comme un fantôme, et je suis sûr que j'avais probablement la même tête. Pas une seule de ces chevrotines ne m'a touché. Pas une seule. Mais plus tard, nous avons tous les deux touché la porte. Et le simple fait de toucher la chevrotine l'a fait tomber sur le sol, du côté de la porte où je me trouvais. Et si je n'avais pas écouté cette voix, je n'aurais pas les enfants que j'ai, je n'aurais pas la vie que j'ai. Et vous ne m'écouteriez pas apprendre le commerce. Plus tard dans ma vie, j'ai commencé à entendre cette voix. Et je n'y ai pas trop réfléchi. Je pensais que ce n'était qu'une coïncidence. Mais mon fils qui aura également 16 ans dimanche, le 14 février, jour de la Saint-Valentin, qui est mon anniversaire. Ce dimanche, je viens de fêter mes 20 ans de mariage avec ma femme. Je suis avec elle depuis plus de 20 ans, soit dit en passant, mais tout de même. Lorsqu'il a accouché, l'infirmière a demandé à ma femme, et nous étions à l'hôpital Franklin Square à l'époque, si elle était prête à accoucher.
Elle lui a demandé si elle était prête à accoucher. Elle a répondu « Oui, je suis prête à l'avoir. Il est si gros que j'ai envie de le faire sortir. Il représente trop de pression. J'en ai fini. » Et elle dit « Eh bien, combien penses-tu qu'il pèse ?» Et elle répond « Je me fiche de savoir combien il pèse. Je voulais juste en finir et le faire sortir. J'ai hâte qu'il soit dans mes bras. » À l'époque, nous n'avions pas le droit d'enregistrer les grossesses et les accouchements. Et à cause des problèmes de responsabilité, je suppose, si elle laisse tomber le bébé, vous savez, nous avons un procès en or. Ils ne veulent pas de ça. La caméra était donc enfouie sous mes manteaux et ceux de ma femme, ainsi que sous toutes les affaires du sac à langer que nous avions apportées à l'hôpital lorsqu'elle se préparait à accoucher. J'ai donc enregistré la caméra pendant tout ce temps, et quand l'infirmière lui a demandé « Combien vous pensez qu'il pèse ?» et que ma femme répond que je m'en fiche un peu. La même voix que j'ai entendue quand j'étais adolescent et qui me disait de tirer la porte devant moi m'a dit « Je ne veux pas que tu te fasses prendre. » Vous a dit 6 livres 14 et 11. Et quand il est sorti, je me suis approché, il l'a essuyé et l'a posé sur la table de pesée, et mon appareil photo était réglé là-dessus parce que je voulais le voir sortir. Et pourtant, pas de battement, pas de mouvement. 6 livres et 14 onces. Que faites-vous de cela? Qu'est-ce qu'on en fait? Mon fils cadet, juste avant sa conception, ma femme et moi avons fait une fausse couche. Je revenais d'un voyage à New York et elle m'a dit qu'elle avait des problèmes d'estomac et beaucoup de douleurs. Je lui ai dit de se calmer, je serai là dans quelques heures. Dans l'heure qui suit, elle m'envoie un texto. Elle m'a dit « J'ai besoin que tu m'appelles ». Je l'ai appelée et elle m'a dit qu'elle souffrait beaucoup et qu'elle avait perdu un caillot. Alors j'ai dit « Ok, bien, reste allongé et je serai bientôt là si tu as besoin de tes médicaments ». Maman l'appelle. Et j'ai commencé à prier Dieu et je me suis dit « Tu sais, ne la laisse pas faire une fausse couche ». Mais j'avais déjà accepté la situation de l'intérieur. Je pense que c'est ce qui s'est passé et c'est ce qu'elle a fait. Elle a fait une fausse couche. Et j'étais en colère. J'ai dit, je crois en toi. Je vous ai fait confiance. Pourquoi avez-vous laissé cela se produire? À l'époque, ma femme n'était pas vraiment croyante. Je m'excuse si cela offense l'un d'entre vous. Parce que je n'essaie pas de faire sentir à l'un d'entre vous que sa religion ou son absence de religion est moins importante dans votre vie. Je partage simplement, je réponds à quelque chose que j'ai toujours caché à chacun d'entre vous. Mais vous voulez savoir, alors je vous le dis. Je conduis. Je descends le 95 Sud, je suis dans le New Jersey et j'ai encore du chemin à faire. Et je commence à parler à Dieu, je me dis, comment vais-je parler de toi, ma femme? Alors qu'elle vous en veut déjà parce que vous lui avez pris sa tante. Elle est décédée il y a environ 1 an d'un cancer et elle était en colère contre Dieu, elle a dit, je suis en colère contre lui. Pourquoi aurait-il laissé cela se produire? S'il était Dieu, pourquoi aurait-il laissé cela se produire? C'était une bonne personne. Et je n'avais pas de réponse à lui donner à l'époque. Et je n'avais vraiment pas de réponse pour ça si elle fait une fausse couche. Eh bien, je rentre à la maison, et c'est ce que c'est, et elle a fait une fausse couche. Elle a dû aller faire un DNC et s'assurer que tout était nettoyé. D'avoir une petite fille. Et sans être trop cru, nous avions déjà eu des rapports intimes. Quelques semaines plus tard, sans plus de relations physiques, juste une maladresse à cause de la fausse couche et de la
On se croise dans la maison sans vraiment se dire grand-chose, et j'essaye de garder mes distances, parce que j'ai envie de lui parler de choses et d'autres, mais elle n'a pas envie de parler. À l'époque où j'allais à l'église, je ne vais plus à l'église. Je prie tous les jours, mais je ne vais pas à des cérémonies religieuses ou à des choses de cette nature, et je n'essaie pas de décourager l'un d'entre vous de le faire, car si vous en ressentez le besoin, c'est bien que vous le fassiez. Je n'en ressens pas le besoin. J'ai une foi très forte, comme vous allez l'entendre dans cette histoire et peut-être dans une autre. Mais je suis allé à l'église et à l'époque où le pasteur prêchait là-haut, je suis sûr qu'il avait un message vraiment bon, mais je ne pouvais pas l'entendre. Je devrais toujours m'asseoir sur le banc le plus éloigné. Il n'y avait personne derrière moi. Il n'y avait pas de chaise ou de siège derrière moi. Et pendant tout ce temps, j'étais assis là et je pleurais, demandant à Dieu pourquoi il m'a fait ça et comment je vais pouvoir atteindre ma femme. Pendant tout ce temps, le pasteur prêchait de tout son cœur. Je ne peux pas vous dire un seul mot. Il a dit, mon attention était concentrée sur cela, j'avais un problème. Je suis allé là-bas pour adorer, et je n'ai pas pu. Je me suis assis, je me suis plaint, j'ai pleuré et j'ai demandé, pourquoi faites-vous cela? N'ai-je pas cru en toi? Ne t'ai-je pas glorifié devant des gens qui ne savent même pas qui tu es? Pourquoi fais-tu cela? Cette même voix que j'ai entendue quand j'étais adolescente, la même voix qui m'a dit le poids de mon fils avant qu'il ne sorte, sur mon épaule droite. Je jure devant Dieu que je l'ai entendu. Juge 13.5, Michael, juge 13.5. À l'époque, je pensais que c'était mon imagination. Et je savais que si je prenais cette Bible et que je l'ouvrais, cela n'avait rien à voir avec ce à quoi je pensais. Cela aurait été fini. Je serais sorti de cette église et j'en aurais eu fini. J'ai lutté pendant 2 ou 3 minutes. Je me suis dit que je n'allais pas l'ouvrir, que je ne le regarderais pas. Je l'ai pris, je l'ai feuilleté, le chapitre 13 des Juges, verset 5. Regardez-le. Voici, tu concevras un fils. Tout le chapitre parle d'une femme qui ne peut pas avoir d'enfant. Comment ai-je pu sortir cela de mon imagination? Je suis rentré chez moi. J'ai essayé d'en parler à ma femme. Elle m'a dit, je ne veux pas en entendre parler, je ne veux pas en entendre parler, je ne veux pas entendre parler de Dieu, et nous n'aurons plus d'enfants. J'ai dit, eh bien, vous avez une autre chose à venir? Parce que s'il dit que ça vient, ça vient. C'était le mercredi. Ce dimanche-là, je regardais la télé, on mangeait, elle est montée faire la lessive, et elle m'a appelé. Je suis un peu bizarre quand il s'agit de manger. Je n'aime pas avoir une conversation pendant que je mange parce qu'il y a de fortes chances que j'entende quelque chose qui va me contrarier et me décourager. Je ne pourrai pas terminer mon repas. Alors elle m'appelle et je lui dis « Tu peux attendre que j'aie fini ?» Et ça semble un peu grossier. Mais ce n'est pas ce que je voulais dire. Et je suppose qu'elle... La lumière ambiante de la télévision est tout ce qui se passe dans la pièce et une lumière provenant de la salle à manger. Je pensais qu'elle me tendait une brosse à dents électrique, mais c'était un test de grossesse. J'ai jeté un coup d'œil et j'ai vu qu'il était positif.
Tout de suite, j'ai pensé qu'elle avait trouvé le test de grossesse qu'elle avait utilisé pour découvrir que nous étions enceintes avant sa fausse couche, et elle pleurait. Je lui ai dit que j'étais désolé qu'elle se souvienne de ça, parce qu'on n'en avait pas parlé. Et elle m'a dit, non, je l'ai juste pris. Et j'ai dit, quoi? Je l'ai juste pris. Eh bien, c'est mon plus jeune fils. C'est mon plus jeune fils. Je pourrais littéralement m'asseoir ici et vous donner une vingtaine d'autres exemples de ce genre. Et ce n'est pas pour que vous croyiez en la Bible. Il ne s'agit pas pour vous de croire que je suis un prophète. Il ne s'agit pas de croire que je suis fou. Mais imaginez que j'aille sur les Baby Pips et que je dise ici, voici comment j'ai appris tout ça. Vous ne m'auriez jamais écouté. Vous vous seriez moqué de moi sur ce forum et vous ne m'auriez jamais, jamais, jamais écouté au-delà de la première fois que j'ai mentionné tout cela. Je me fiche que vous ne me croyez pas. Hayden et nous sommes allés à sa première visite prénatale et le médecin nous a dit, vous savez, vous devez revenir ici. Nous devons vérifier certaines choses. Nous avons eu plusieurs visites différentes au début de sa grossesse et ils nous ont dit, ok, nous avons un problème. Nous devons vous faire une césarienne. Le placenta recouvre le col de l'utérus et il ne pourra pas sortir par là. Cette même voix a dit, cette femme est une menteuse et vous n'avez pas à vous inquiéter de tout cela. Ce sera un accouchement naturel. Alors j'ai pris la parole et j'ai dit, vous êtes une menteuse. Ses yeux se sont agrandis et j'ai répondu que je ne savais pas de quoi vous parliez parce que ce bébé m'est promis et qu'il ne sortira pas par césarienne. Dieu ne m'a pas donné un problème comme celui-ci pour que ma femme subisse cela. Cela n'arrivera pas. Je ne crois donc pas ce que vous dites. Ce bébé va très bien sortir. Il n'est pas sorti par césarienne. Vous pouvez vous désinscrire. Vous pouvez arrêter. Je m'en fiche. Je vis ça. Et cette même personne me parle, m'encourage, me corrige quand j'ai tort. Quand je regardais ces graphiques quand j'étais plus jeune, les choses sautaient comme ça disait « regarde ». Regarde ça. Ce n'était pas une conversation, c'était « regardez ça ». Et je l'étudiais, et c'était là. Personne ne s'est assis avec moi quand j'étais plus jeune pour me dire que c'est ce que tu dois faire. Vous ne me croiriez pas si je vous l'avais dit dès le début. Eh bien, où pouvez-vous le trouver ailleurs? Il n'y a pas d'autre endroit. Je voulais parler comme ça depuis si longtemps. Mais c'est mon dernier. Et c'est pourquoi je vous dis que je suis en colère. Et je suis offensé quand vous m'arnaquez tous. Parce que vous me volez, pas à moi. Vous ne lui donnez pas l'opportunité de recevoir la gloire. Je ne veux pas de la gloire. Je ne veux pas que vous me remerciez. Je ne veux pas que vous me donniez des louanges. Je ne suis pas un dieu du change. Je ne suis pas un dieu du trading sur le forex. Je ne suis rien. Je ne suis rien d'autre qu'un homme qui a été béni par quelque chose que je n'ai jamais mérité. Je ne mérite rien de tout cela.
Si vous me connaissiez quand j'étais plus jeune, j'étais méchant. Et il me bénit. Et il y a plus que ça. Ce n'est rien. Et je dois me repentir tout le temps, parce que ma chair se soulève quand je vois ces impostures. Ces gens-là, ils disent des conneries, et ils pensent ceci et cela. Je pourrais entrer là-dedans et gagner la Robins Cup en une semaine. En une semaine. Elle ne m'a pas été donnée pour cela. Ma chair se bat tout le temps avec tous les autres qui essaient de se faire passer pour ce qu'ils ne sont pas. Et je sais qu'ils ne le sont pas. Vous savez qu'ils ne le sont pas. Ce sont des choses que j'allais mettre dans les livres que j'allais écrire, mais je ne les écris pas. Elles seront jetées aux oubliettes. Prostituée comme tout le reste. Je veux que tu l'entendes. Je voulais que vous l'entendiez de ma bouche. Et je me fiche que vous ne le croyiez pas. Parce que c'est la vérité et qu'il n'y a pas d'autre explication. Si vous regardez le creux du lundi, le lundi crée une dépression L'Open de New York de jeudi crée le plus haut de la semaine. Quand je vous dis que je peux appeler le plus bas et le plus haut de la semaine, cela a beaucoup à voir avec ce que je vous montre ici. Pas tout. Pas tous les cas. Il y a d'autres choses que je vais enseigner tout au long de l'année et qui mènent à ce genre de résultats. Mais si vous avez une telle unilatéralité toute la semaine, du lundi au jeudi, il est probable qu'à moins qu'il n'y ait un vendredi à fort impact, l'impact moyen n'est pas tellement un facteur, mais généralement un événement d'actualité à fort impact, et il est peu probable que le vendredi ait ses annonces rugues à fort impact sur le calendrier. Mais s'il n'y a pas d'événement à fort impact le vendredi, il est probable que le jeudi soit le point culminant de la semaine. Il n'arrive pas toujours que le cours descende aussi bas. Parfois, la baisse ne dépasse pas les 20% de la fourchette hebdomadaire. Si cela vous suffit pour trouver un trade à contre-tendance, c'est quelque chose que vous pouvez évidemment explorer et voir si cela correspond à un modèle avec lequel vous vous sentez à l'aise pour trader. C'est très fascinant si vous décidez de le faire. C'est une chose, mais si vous ne voulez pas le faire, l'étude de ce phénomène et de sa fréquence de formation est vraiment intéressante. C'est ce que j'ai dit à plusieurs reprises jusqu'à présent dans le nouveau groupe. Si vous m'écoutez, l'idée de savoir si vous écoutez ou non tout ce que je dis dans le nouveau groupe est très importante. Si vous m'écoutez, que vous écoutiez ou non tout ce que je dis dans les vidéos, j'y laisse des détails sur lesquels je vais pouvoir m'appuyer. Et lorsque vous entrerez plus profondément dans le mentorat, vous verrez ces vidéos plus anciennes, qui ne sont pas anciennes dans le sens où elles sont périmées ou n'ont plus d'importance. Elles sont toujours pertinentes. Ce sont des règles parce que ces choses... Répétez. Si vous considérez ce que je vous ai montré ici, si nous regardons ce graphique dans le cadre d'une fourchette hebdomadaire et que nous regardons une barre d'ouverture haute-basse de clôture de la fourchette hebdomadaire, cela ressemblerait à ceci, le haut et le bas de la semaine, et où il s'est ouvert pour la semaine, et où il s'est fermé, encore une fois,
nous n'essayons pas de prévoir le prix de clôture. Mais si vous regardez cette fourchette hebdomadaire, ce que j'essaye de vous faire comprendre, c'est qu'en tant que trader à court terme, si je suis haussier, je vais regarder le cours d'ouverture du dimanche. C'est ici. Si je suis haussier, je vais concentrer mon attention sur la zone juste en bas, ici, parce que c'est généralement la première chose à laquelle je pense. C'est le cours le plus bas de la semaine, lundi, si rien ne s'aligne vraiment avec les données techniques. Si le lundi crée un creux dans la semaine, je chercherai le mardi parce que le mardi est généralement le creux de la semaine dans 70% des cas. C'est généralement à l'Open de Londres, pas tout le temps, mais 70% du temps lorsque la semaine est haussière. C'est généralement ce qui se passe si le cours commence et crée un creux le lundi et remonte à l'Open de Londres le mardi, mais ne se négocie pas plus bas que le creux du lundi. Il faut évidemment tenir compte du fait que le creux de la semaine était le lundi, et donc que tout ce qui dépasse l'Open de Londres le mardi se concentre sur l'achat et n'anticipe pas que le creux du lundi soit éliminé. Il y a certaines choses que vous apprendrez pour anticiper la sortie du plus bas du lundi, mais ce que je viens de dire est vrai pour l'essentiel. Le jeudi est le plus haut de la semaine lorsque vous êtes haussier comme je l'ai indiqué ici, mais qu'est-ce qui change cela ou annule cela? Le calendrier économique se poursuit vendredi avec un événement à fort impact. S'il n'y en a pas, il y a 70% de chances que jeudi soit le plus haut de la semaine à l'ouverture de New York. Si vous êtes un trader à contre-tendance, je ne suis pas intéressé par la vente à découvert dans des semaines comme celle-ci, à moins que nous n'arrivions dans cette zone et qu'alors je puisse prendre une contre-tendance à découvert et vendre à découvert. C'est la zone la plus probable pour vendre à découvert lorsque ce critère est présent sur le marché. Sinon, si vous regardez ce qui s'est passé et que vous perdez des transactions, vous avez été victime d'une tentative de vente à découvert, et tout cela entre lundi et jeudi, quelque part ici, vous essayez de vendre à découvert. C'est ainsi que j'ai perdu. C'est aussi comme ça que j'ai fait sauter des comptes. Maintenant, vous connaissez le secret qui vous fait perdre de l'argent. Maintenant que vous le comprenez, vous pouvez au moins espérer arrêter de perdre de l'argent et progresser vers le seuil de rentabilité. Vous serez alors en mesure d'utiliser des informations telles que la leçon de ce soir pour travailler en vue de la rentabilité. Je tiens à vous remercier d'avoir supporté mes émotionnels. Je ne cherche pas à recevoir de courriel, car d'habitude, lorsque je fais ce genre de choses, je reçois un flot de courriels qui disent, vous savez, différentes choses. J'apprécierais que vous ne m'envoyiez pas d'email à propos de celui-ci. Il m'a fallu un peu de courage pour pouvoir m'exprimer ouvertement et vous avez refusé que je sois votre mentor. Je comprends que cela puisse être un peu déconcertant d'écouter quelque chose comme ça, mais c'est comme ça que j'ai vu tout ça. C'est comme ça que j'ai vu toutes ces choses. C'est ainsi que j'ai l'a appris. Cela vous semble-t-il difficile à croire? Probablement. Je serais probablement comme vous si vous pensiez ainsi. Pour certains d'entre vous, vous allez penser « Waouh, c'est un cadeau », comme si c'était un cadeau. Et c'est ainsi que je le vois aussi. Un cadeau immérité. C'est pourquoi. Je vous demande, à vous qui êtes ici en train de faire ça, de le partager, de le faire circuler, de le vendre. Pensez-y. Peut-être qu'il n'y aura pas de considération de votre part. Peut-être que c'est plus une inspiration pour vous de vouloir le faire. Vous ne me volez pas. Au cours des 2 dernières années, j'ai eu à plusieurs reprises envie de parler comme ça. Et je ne veux pas parler comme ça. Souvent à l'avenir. Je ne dis pas que je n'en parlerai plus jamais. Et je ne veux pas donner l'impression
Je ne veux pas donner l'impression que j'encourage la religion, car ce n'est pas le cas. Je ne suis pas religieuse. J'ai une relation, et je crois ce que je crois et en qui je crois. Je vais vous donner... Dans ce mentorat, il y a un gars. Son père prêchait la nuit où j'ai eu... sauvé. Et Scott, je sais que tu écoutes. Son père prêchait ce soir-là, et j'y suis allé parce que je voulais que mon fils soit guéri. Mon fils aîné, Cody, est né d'une relation adultère. J'ai eu des relations sexuelles avec une femme mariée, sans protection, et il est né de cela, de cette relation. Il est né avec une malformation congénitale qui lui a fermé la gorge. S'il n'avait pas été emmené à Johns Hopkins lorsque nous l'avons pris, il serait mort dans son sommeil. Je pensais avoir la chance d'avoir un enfant qui pleurait comme un chaton. Il avait un cri très doux. Et je me suis dit, si c'est tout ce qu'il va faire, ça me va. Mais je n'avais pas réalisé qu'il y avait quelque chose de très grave au fond de sa gorge. Eh bien, ils l'ont examiné. Quand il était bébé, ils ont découvert que sa gorge se refermait et ils ont dit qu'ils allaient l'opérer. Et quand ils l'ont fait, ils ont découvert que la maladie se propageait vers ses poumons. Ce n'était donc pas une bonne nouvelle. Le médecin est venu pendant qu'il était en salle de réveil et qu'on attendait qu'il se réveille. Il a dit « J'ai ouvert les voies respiratoires. Il y en avait beaucoup. Mais on a aussi découvert que c'était à la couronne de son poumon, quand les poumons se séparent de la trachée, pour former deux poumons distincts, cette petite section, qui divise les voies respiratoires, qui vont dans les poumons respectifs. Il y avait une masse qui se développait à cet endroit, et ils ont dit que, si elle s'enfonçait dans ses poumons, nous serions limités dans ce que nous pourrions faire. Nous pourrions mettre des stents. Mais cela n'a pas été démontré rentable dans nos études. Habituellement, le taux de croissance le dépassait. Ne fait pas grand-chose, il vous donne juste un peu de temps. Mais s'il atteint ses poumons, il devra être candidat à une greffe de cœur et de poumons. Et ils nous ont également dit qu'il devra être opéré tous les 3 mois. Et qu'il pourrait perdre sa voix et ne plus jamais pouvoir parler. Donc après quelques opérations, j'étais épuisé. Je n'avais pas de relation avec Dieu à l'époque. Comme aujourd'hui, je croyais en lui pour qu'il me guide et m'aide à comprendre ses marchés, mais j'avais quelque chose de différent. J'avais un bébé, et je me sentais coupable de lui demander de l'aide parce que je me suis engagé. Adultère avec une femme mariée. Et dans mon cœur, je me sentais comme « il ne le fera pas ». Alors je suis allé dans une église où je croyais que d'autres personnes avaient plus de foi que moi, et je leur ai demandé si vous pouviez prier pour mon fils. Mais quand j'étais là, je me suis sentie différente. J'ai senti quelque chose dans ma poitrine, dans mon estomac, comme un remue-ménage. Dans ma poitrine, dans mon estomac, comme une excitation nerveuse. Et cette même voix m'a dit d'aller le voir et de lui dire que tu es prêt. Alors je suis allé vers le pasteur en chef, je lui ai serré la main. Je lui ai serré la main et je lui ai dit que je ne savais pas pourquoi je devais vous le dire, mais que j'étais prêt. Il m'a dit que nous avions un service le soir, à l'heure de la prière, et que vous étiez le bienvenu. J'ai dit d'accord. Le temps ne passait pas assez vite. Je n'arrêtais pas de regarder l'horloge. Je n'en pouvais plus d'attendre. Je ne sais même pas pourquoi. J'arrive. Je suis dans la partie prière. Quelques personnes sont là. La musique est très basse. Et je ne me sens pas à ma place. J'ai dit, Dieu, si tu veux faire quelque chose avec moi, au-delà de ce que tu as fait, tu ferais mieux de te montrer maintenant? Parce que si je n'obtiens aucune sorte de réaction ou d'aide, j'ai peur de ne plus jamais regarder dans cette direction.
Le service est passé. J'étais enthousiaste. J'avais l'impression que le message me parvenait directement. Goûtez et voyez que le Seigneur est bon. C'était le message. À la fin du service, il y a une petite ouverture sur le côté gauche de l'hôtel. Tout le monde était là-haut. Il y avait une ou deux personnes. Elles étaient plus âgées. Je suppose qu'elles avaient du mal à se déplacer. C'était eux qui étaient assis, et moi j'étais tout au fond. J'ai dit, d'accord, je monte. J'étais nerveux. J'ai des papillons dans l'estomac en ce moment. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je ne savais pas à quoi m'attendre. Je me suis approché, je me suis tenu à cet endroit comme s'il m'attendait. J'ai baissé la tête, j'ai croisé les mains devant moi, et je me suis dit, je ne sais pas ce que je suis censé faire, mais si tu dois faire quelque chose avec moi, Seigneur, fais-le maintenant. Parce que si je sors d'ici inchangé la nuit, je ne sais pas ce que je vais faire. Mais ce ne sera pas comme ça. J'ai senti une main sur mon épaule droite. C'était le pasteur adjoint. Il a dit, « Michael, es-tu prêt à prier pour la repentance ?» J'ai répondu par l'affirmative, et il m'a guidé dans une prière. Et il m'a dit, « Très bien, maintenant tout ce que tu as envie de dire, tu le dis. » Le dire. Et ce qui m'a semblé naturel, j'ai commencé à dire quelque chose d'autre après cela, et j'ai perdu le contrôle de ma langue. J'ai commencé à parler dans une langue que je n'avais jamais apprise auparavant. C'était une expérience tellement belle, mais effrayante en même temps. Je ne me suis jamais sentie aussi vivante qu'à ce moment-là. J'ai ouvert les yeux. Et le pasteur principal Santafrani, il m'a dit « Bienvenue dans la famille ». Il m'a dit que la parole disait « Si vous recevez l'Esprit, vous devez naître à nouveau par le baptême d'eau au nom de Jésus ». Et je me suis soumis à cela aussi, je suis sorti de l'eau et j'ai commencé à parler en langue. Je sais que certains d'entre vous ne veulent pas entendre ce genre de choses, mais c'est la vérité. Il y a 2 nuits dans l'église après cette nuit. Encore une fois, je sais que je donne l'impression de prêcher pour convertir les gens. Je ne peux convertir personne. À moins que Dieu ne vous attire, vous ne pouvez pas, un point c'est tout. Ça ne marche pas comme ça parce que j'ai essayé très fort pendant des années et j'en suis arrivé à la conclusion que si quelqu'un me demande, alors je vais en parler. Ils vont le voir dans ma vie et puis ils vont me demander. Eh bien, beaucoup d'entre vous l'ont fait. Et comme c'est mon dernier, je ne ferai pas de mentorat l'année prochaine et j'ai juste besoin de m'exprimer. Je vous le dis, mon vrai secret, c'est ce que je vous dis. Il y a quelques semaines, pendant le service, je suis rentré à la maison un soir et j'étais vraiment, vraiment excité. Je me sentais si bien. Dans un esprit de doute, ceci m'est apparu alors que je rentrais chez moi en voiture. J'étais seul. Ma femme n'avait pas envie d'y aller. Elle m'a dit, « Je n'irai pas dans cet endroit. » Je suis sorti de ma voiture, je me suis mis sous le porche. Je me suis retourné, j'ai regardé les étoiles et j'ai dit, « Dieu, je veux te demander quelque chose. » Si je vais dans une église et dire quelque chose comme ce que je vais te demander maintenant, souvent les prédicateurs diront « Ne tentez pas le Seigneur, ne testez pas le Seigneur, ne faites pas ce genre de choses. » Je n'ai pas ce genre de foi, j'ai la foi de l'Ancien Testament. C'est pourquoi je me compare beaucoup à l'expérience du Mont Carmel lorsqu'il s'agit de tous ces autres fraudeurs. Comme Elijah. Je vais troller. J'insulterai leur système de croyance et leur commerce de détail. Dans mon esprit, je fais semblant d'être Elijah quand je parle de tous ces faux dans l'industrie du commerce, parce que je sais ce que j'ai. Je sais qui j'ai. Je me tenais sous le porche et je regardais les étoiles.
C'était une nuit claire. Il y a tellement d'étoiles là-bas. Et j'ai dit, Dieu, je vais te demander quelque chose, si tu veux bien m'écouter. Si tu ne réponds plus jamais à une prière dans ma vie, si tu fais cette seule chose pour moi, je ne perdrai jamais la foi en toi. Jamais. Quelles que soient les difficultés de ma vie. Quoi qu'il arrive, je saurai toujours que tu m'entends. Mais je ne veux pas avoir l'impression d'être dans tous mes états comme le font les hommes lorsque, regardant des matchs de football, ils s'énervent. Cela n'a jamais eu de sens pour moi. Ils se lancent un morceau de peau de porc morte, gonflée, en essayant de briser le corps de l'autre. Cela n'a aucun sens pour moi et puis les gens applaudissent comme si c'était vrai. Quand je vais à l'église, que je te vénère et que je suis entouré d'autres personnes, est-ce que je suis émotif? Ou est-ce que c'est vraiment ce qui se passe? Est-ce que je suis trompé par tout ça? Et je suppose que la seule façon de connaître la réponse à cette question, c'est que tu répondes à ça. Pouvez-vous m'entendre en ce moment? Pouvez-vous m'entendre? Posez cette question. Parce que si tu peux m'entendre, aussi insignifiant que je sois, toi, le créateur du ciel et de la terre, si tu peux m'entendre au milieu de tout le reste et de tout le monde, dans cette l'existence en priant pour vous quand ils le font, j'ai besoin que tu me donnes un signe, juste un signe. Et je sais déjà que tu sais ce que je vais demander. Et c'est probablement toi qui souris, en pensant que tu aurais pu demander n'importe quoi, et que tu as demandé ça. Et ce qui est drôle, c'est que je sais déjà que tu vas le faire. Je ne sais pas comment je peux te dire avec des mots ce que je dis et le rendre plus crédible parce que je m'entends le dire en ce moment même, et si quelqu'un d'autre l'avait dit, j'aurais été comme ce type est fou. Mais je me suis tenu là ce soir-là sur mon porche et j'ai dit, Seigneur, je ne te demande pas de me donner quoi que ce soit, mais en particulier, je ne te demande pas de me guérir de quoi que ce soit. Je veux juste que tu me dises par un signe que tu m'entends, et cela signifie pour moi que peu importe ce que je demande, tu m'as entendu. Et que si ça arrive et que ça vient à moi, alors c'était ta volonté. Et si ça ne vient pas à moi et que je ne comprends pas, c'est quand même ta volonté, et je suis d'accord avec ça. Parce que je vais croire que tu sais mieux que moi. Je regarde vers un endroit précis du ciel en ce moment même, alors que je lui parle. Et je lui parle tout comme je te parle en ce moment. Je n'étais pas à genoux. Je n'avais pas les mains en l'air. J'ai juste eu une conversation à cœur ouvert avec lui. J'ai dit, Dieu, je veux que tu envoies l'étoile filante, mais pas quelque chose de minuscule comme je dois la voir, là où je regarde en ce moment, et je sais déjà que tu l'envoies. Je ne cligne pas des yeux. Je ne bouge pas de cette position. Je ne tourne pas la tête. Je regarde juste là, et je jure devant Dieu sur ma vie et ma famille. Je vous dis, où je regardais. Je ne sais pas si vous vous souvenez des années 80. Il y avait des feuilletons à la télévision, et je suppose qu'ils existent encore d'une certaine manière. Mais à chaque fois qu'ils montraient une scène d'hôpital, et qu'ils avaient les gens dans les moniteurs cardiaques, on aurait dit deux petits points qui rebondissaient l'un sur l'autre. Ok, je pense à ça. C'est ce que je regardais dans le ciel, là où je regardais. Ce n'était pas ailleurs. C'était là où je regardais, et je le regardais. Ça a fait 4 ou 5 fois en allant vers la gauche. Et puis là où elle s'est arrêtée, l'étoile filante a traversé le ciel dans la direction opposée. Dans mon esprit, c'était suffisant, et j'étais prêt à écarter les lèvres et à dire merci, comme si j'étais prêt à dire « c'est tout ». C'est tout ce que j'avais besoin de voir. Mais avant de pouvoir le faire, il va vous falloir un peu d'imagination. D'accord, je veux que vous teniez votre bras droit devant vous. Imaginez que vous tenez une balle de baseball dans votre main droite, à bout de bras devant vous. Mais imaginez maintenant que cette balle de baseball soit un pamplemousse. Elle est donc un peu plus grosse qu'une balle de baseball. Très bien. Imaginez maintenant une boule de feu aussi grosse que ce pamplemousse.
parcourant environ la moitié de la distance dans le ciel, juste à l'endroit où je regardais. Elle était si brillante qu'elle éclairait toute la région, et toute la zone autour de ma maison était comme en plein jour. Je l'ai entendu, c'était comme un crépitement lorsqu'il est entré dans l'atmosphère. Il a éclairé toute la zone, comme s'il faisait jour. Dès que cela s'est produit, j'ai immédiatement regardé à gauche et à droite, et je me suis demandé s'il y avait quelqu'un d'autre qui avait vu ça en même temps que moi. Comme si je n'arrivais pas à croire ce qui venait de se passer. Mais attention, j'ai dit, tout ce que j'ai besoin de faire, c'est de voir ça, et alors j'aurai absolument confiance et je croirai que vous m'entendez. Et quand je prierai, tu m'entendras. Cela ne veut pas dire que c'est oui. Cela ne veut pas dire que tu vas me donner ce que je demande. Cela signifie simplement que vous m'entendez. Et je me référerai toujours à ce moment lorsque les choses deviendront difficiles. Si je demande de l'aide et qu'elle ne semble pas venir sous la forme que je souhaite, ce n'est pas grave. Vous le savez mieux que moi. Je ne l'ai pas mentionné dans la préparation de tout ceci, mais je lui ai dit, tu sais, je sais qu'on nous dit qu'on n'est pas censé te mettre à l'épreuve, ou tenter le Seigneur, ou quoi que ce soit de ce genre. Et je ne pense pas que ces versets signifient cela. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi je pense ainsi. Dans la Bible, il y a un homme qui s'appelle Gédéon. Il a aussi entendu une voix, et il a dit, « Je ne suis pas sûr de ce que je pense en ce moment, mais je vais le mettre à l'épreuve. Et je vais poser quelque chose à l'extérieur de ma tente, et si la rosée va sur le sol, et non sur la peau de l'animal que je pose sur le sol, alors je saurai que c'est le cas. » Il va se coucher et se lève le lendemain matin. Ce qu'il a demandé se produit. La rosée tombe sur une chose, et pas sur l'autre. Il a dit d'accord, juste pour être sûr. Si vous êtes le Seigneur, inversez la situation et faites la même chose à l'opposé. Il s'est réveillé le lendemain, il est sorti, et la rosée du matin n'était que sur une chose et pas sur l'autre. Est-ce que c'est quelqu'un qui testait le Seigneur, ou est-ce que c'est quelqu'un qui s'assurait qu'il n'était pas induit en erreur? C'est ce que j'ai donné à Dieu cette nuit-là, j'ai dit que tu l'avais fait pour Gideon. Et j'ai beaucoup de la foi. J'ai une foi d'enfant comme j'ai... folle, la foi comme je l'ai. Et cette nuit-là, il m'a donné exactement ce que je cherchais en 3 manifestations différentes dans le même domaine que je cherchais. Et j'ai raconté cette histoire tant de fois à mes enfants. Et j'ai un journal dans lequel j'enregistre des choses comme ça dans ma vie. Et je les écris parce que lorsque mon fils cadet était petit, j'avais peur que s'il m'arrivait quelque chose, il n'en entende jamais parler. Alors j'écris toutes ces expériences que j'ai eues et je le fais de cette façon. Expériences que j'ai eues et je le fais pour que mes enfants sachent en qui je crois, pourquoi je crois en lui, pourquoi ils devraient le faire. Parce que la vie qu'ils vivent n'est pas due à ce que tu es et à ce que tu m'envoies par l'intermédiaire de PayPal. Je suis un homme béni même avant que vous me rencontriez sur Baby Pips. Je suis un homme béni parce qu'il m'a sauvé tant de fois que j'aurais dû mourir. Je me dis souvent, parce qu'il y a beaucoup de cas où j'aurais dû quitter ce monde, pourquoi me garde-t-il ici? Est-ce que c'est ça? Est-ce que je parle à quelqu'un qui ne veut plus continuer? Ils ne se sentent pas comme s'ils ne méritaient rien de plus. Ils ont juste besoin de quelqu'un pour leur dire qu'il faut continuer à aller de l'avant. Et ça va venir. Peut-être que j'aime penser que c'est ce que c'est. Mais même si ce n'est pas le cas, j'ai promis de le faire.
alors je le fais. Il est toujours fidèle à moi, et dans le passé, je me suis vraiment montré comme un vantard, vaniteux, égocentrique. Et je parle d'avant que vous ne sachiez pour moi. Le même gars dans son mentorat, son père était le prédicateur ce soir-là. Il avait l'habitude de venir à Mont quand j'étais plus jeune. Et s'il était ici pour parler avec nous, il vous dirait que je vivais très, très, très en dessous de mes moyens, parce que je me cachais de la mère de mon fils aîné. Elle me réclamait de l'argent, et je faisais tout ce que je pouvais pour qu'elle n'en reçoive pas. Mon fils n'a manqué de rien. Il avait tout ce qu'il y avait de mieux. C'est juste que je ne lui donnais pas un style de vie parce que c'est ce qu'elle voulait. Quand vous regardez en arrière et que vous voyez les différents moments de votre vie où vous pensiez que c'était la pire période de votre vie, vous pouvez penser, ça craint, j'aurais aimé pouvoir l'éviter. C'est ce que je pensais. Et je peux littéralement regarder en arrière aujourd'hui et voir comment j'ai été gardé d'un vrai mal, d'un vrai danger, d'un manque réel, et qu'il me construisait. À l'homme qui vous parle en ce moment. Parce que je vais vous dire, quand j'avais 20 ans, je n'aurais jamais enseigné ou parlé avec vous comme ça. Je l'aurais caché. J'aurais considéré cela comme une faiblesse. Ce n'est pas le cas. C'est de l'adoration. C'est de l'amour. Et une appréciation totale pour quelque chose que je ne méritais pas. Et c'est pourquoi je dis à tout le monde, ne me faites pas d'éloges. Ne m'élevez pas plus haut qu'un simple homme, c'est tout. Je ne suis pas le leader d'une secte, ce n'est pas une secte, ce n'est pas une religion. C'est ma vie. Et je vous ai tous invités ici. J'ai rencontré des gens par hasard, tout au long de ma vie, qui n'auraient jamais eu lieu. Si ce n'était pas aussi certaines personnes voulaient que je fasse des choses que je n'aurais jamais pu imaginer faire. Et je ne voulais pas aller dans cette direction. Alors maintenant, j'ai cette direction dans la vie. Certaines personnes essaient de la tuer. Ils essaient de dévaloriser. Ils appellent cela de la fraude. C'est de l'escroquerie. Vous le voyez tous ici. Et j'aurais pu faire ça en public pendant tout ce temps. Attirer tant d'attention sur moi. Ce n'est pas ce que je veux faire. Maintenant, tout le monde. Et Forex prend mes affaires. Utilise mon nom. Et je deviens la chose. Et je ne veux pas l'être. Je veux réduire. Parce que plus je reste dans cette situation,
Et plus les gens me soulèvent, moins ils reçoivent. Je ne suis pas parfaite. Je suis loin d'être parfaite. Mais si jamais il m'arrive quelque chose, si vous vous souvenez de moi, je veux que vous vous souveniez de cette conversation. C'est celle dont je veux que tu te souviennes à mon sujet. Parce que c'est moi. C'est le vrai moi. Il n'y a pas de jeu. Il n'y a pas de façade. Un moi plus jeune, ce que j'ai dans ces expériences, j'aurais pris cette information et ce don et j'en aurais abusé. J'aurais été sur Instagram. Vous m'auriez vu dépenser $2 par semaine comme si ce n'était rien. Et j'aurais parié avec des gens que je ne pouvais pas en faire plus. C'est le genre de choses que je faisais quand j'étais plus jeune. Des trucs débiles, tout ça pour moi. Et je voulais être adulée comme une jeune fille de 20 ans. Je le voulais, parce que j'avais besoin de ce sentiment d'importance. Tous les tutoriels que j'ai publiés et qui parlaient de Average Joe, c'était moi. Moi. Je n'ai plus besoin de faire ces choses. J'ai trouvé toute l'importance du monde parce que je sais qui m'a donné cela. Je sais qui continue à me bénir. Et peu importe qui vous croyez ou ce que vous croyez de moi, rien ne va diminuer cela. Et il n'y a rien que vous puissiez faire ou dire pour le contester. Il n'y a donc pas de livre. Il n'y a pas d'offre. Il n'y a pas de gourou. Personne n'est entré secrètement dans ma vie de 20 ans. Et s'est assis au-dessus des tableaux pour me montrer ces choses. Il y a des gens qui essaient de m'empêcher de partager cela avec vous. Au cours des 11 dernières années, ils ont fait pression. Je continue à faire ce que je fais. Si vous regardez autour de vous, le monde change. Les choses sont peut-être en train de changer au niveau du système monétaire. Je n'en sais rien. Ce qui vient jusqu'à ce qu'il se brise ou qu'il soit remplacé par quelque chose d'autre, ma foi est dans ce que je vous enseigne. Lorsque le système cessera de fonctionner, s'il le fait un jour, vous le saurez. Mais ce ne sera pas défini par 1 ou 2 jours de consolidation ou d'action léthargique des prix. Ce sera évident que le système tout entier sera cassé. Donc, sur ce point, chaque nouvelle semaine est une nouvelle opportunité d'en apprendre plus. Chaque fois que je m'assois avant de faire ces vidéos, je lui demande la même chose. Donne-moi la sagesse. Donne-moi les mots à dire. Et fais en sorte que je sois compris. Et c'est à toi que revient toute la gloire. D'après les commentaires, il semble qu'il est fidèle à cet égard. Les marchés ont tendance à faire ce que je me sens poussé à dire. Mais j'ai aussi l'impression que
que je suis amené à tirer un trait sur cette affaire. C'est pourquoi ce billet est le dernier. C'est ainsi. Si je devais mettre ceci dans un post, sur un onglet YouTube ou un tweet, il n'aurait probablement pas eu le même impact. Et normalement, je veux être sûr que l'on n'entende pas mes chiens, que ma femme ne corrige pas un de mes enfants, qu'il n'y ait pas de bruit. Ma femme pourrait être en train de corriger l'un de mes enfants. C'est un foyer comme un autre. Alors j'essaye d'enlever ce qui n'est pas, entre guillemets, professionnel. Non pas que certains d'entre vous pensent probablement que rien de tout cela n'est professionnel, mais si c'est ce que vous pensez, faites-moi une faveur. Ne m'envoyez pas d'email à ce sujet parce que vous m'offensez au point que je ne voudrais plus répondre aux emails que vous m'enverrez. Je veux être un mentor avec lequel je peux être honnête et ouvert. Mais je ne veux pas être ridiculisé ou puni. Si vous êtes alignement avec une autre religion, ou si vous n'avez pas de religion, je ne suis pas ici pour que quelqu'un se sente aliéné. Je sais que certains d'entre vous sont musulmans. Je sais que certains d'entre vous ont des croyances en des choses que je ne connais pas toutes les religions. Je ne connais pas toutes les religions. J'ai des amis athées et ils me tolèrent. Et je les tolère. Je ne leur fais pas la morale. Et je ne veux pas que l'un d'entre vous pense que cette vidéo était une séance de prédication. C'est moi. D'être honnête et de rendre gloire et honneur à la personne qui me l'a donné. Et je connais déjà certains d'entre vous. Je suis vraiment mal à l'aise avec ça. Mais ce n'est pas une habitude. J'ai reçu de nombreuses demandes sincères pour que je réponde à ce genre de questions. Et si je l'avais fait sur YouTube, ils se seraient moqués de moi. Ils auraient fait des copies de la vidéo et l'auraient fait. Vous savez, les choses habituelles qu'ils font. Et cela pourrait encore se produire ici. Cela n'enlève rien à l'affaire. Mais j'ai pensé que si quelqu'un méritait de l'entendre, c'était vous tous. J'aurais pu le faire sur un nuage sonore. Je me suis senti conduit à le faire aujourd'hui. Si je vous ai mis mal à l'aise, je m'en excuse. Je m'en excuse. Ce n'était pas mon intention. Si j'ai offensé l'un d'entre vous, ce n'était pas mon intention. Mais s'il vous plaît, ne m'envoyez pas d'email pour me dire comment ne pas faire cela à l'avenir, blablabla, parce que si vous vous sentez si fort que vous voulez m'envoyer un email, ne continuez pas le mentorat parce que je ne peux pas promettre que je n'aurai pas ce genre de discussion à l'avenir, parce que nous avons une autre année de contenu. Il y aura probablement un cas où je me souviendrai de la façon dont j'ai appris telle ou telle chose. Et nous n'allons probablement pas passer par une longue discussion comme celle-ci, mais il sera un peu plus facile pour moi de me sentir à l'aise pour parler avec vous. Et je ne veux pas penser au gars ou à la fille qui m'a envoyé un courriel la dernière fois que j'ai parlé comme ça. Cela me met mal à l'aise. Me met mal à l'aise. Et je vais y penser de manière obsessionnelle parce que je vous ai déjà dit que je souffrais de cela. Donc, je t'ai parlé ce soir. Je vous ai montré aujourd'hui des choses qui, je l'espère, vous ont éclairé. J'espère vous avoir encouragé.
Et je vous promets que je ne me drogue pas. Je n'ai pas pris de narcotiques durs. Je ne prends pas d'hallucinogènes. Et je ne bois pas d'alcool. Je ne bois pas d'alcool. J'étais absolument sobre ce soir. J'étais sain d'esprit. Tout ce que j'ai dit est la vérité. Et j'espère que cela ne changera pas l'image que vous avez de moi. J'espère que cela ne changera pas votre opinion sur moi et que cela ne diminuera pas le respect que vous avez pour moi en tant que mentor. Mais on me l'a demandé à maintes reprises au fil des ans. Et maintenant, parce que vous avez été si nombreux à vous inscrire récemment, j'ai décidé de m'adresser à vous. Cette inscription récente, mon équipe m'a demandé si vous pouviez me dire d'où vous tiriez ces informations. C'est ainsi que, maintenant vous savez, je ne veux pas que vous pensiez que je suis spécial, clairvoyant ou prophète. Je ne m'assimile à rien de tel. Tout ce que je dis, c'est que je suis un bénéficiaire immérité de quelque chose que je n'aurais jamais appris. Je n'aurais jamais appris cela si ce n'était pas de qui je l'ai appris. Et quand les gens me voient faire ce que je fais, la réaction naturelle est la suivante. Je sais quelque chose d'illégal. Je sais qu'il y a quelque chose d'illégal. Je fais quelque chose d'illégal. Je fais ce que je vous montre. C'est ce que je fais. Je ne vais pas être sur YouTube en train de poster mon samedi normal du samedi. Quoi que je fasse le samedi, mon anniversaire est ce dimanche. Donc je serai probablement posté le lundi au plus tôt, ce week-end. Tant de femmes. En attendant de vous retrouver lundi, profitez de votre week-end et soyez prudents.